Bonjour Thibaut Kerlirzin, bienvenue sur Tribune Libre, je suis ravie de vous accueillir. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes consultant en stratégie d'intelligence économique, c'est bien ça? Oui. Oui, c'est ça, en fait, c'est un document qui a été publié en mai 2010. Vous pouvez retrouver notamment sur le site de santé sexuelle suisse, donc .ch. Et l'étude s'est concentrée sur ces standards. Elle devait être au départ bien plus large, puisque l'idée c'était de savoir quels étaient les biais éventuels dans cette présentation soi-disant scientifique des besoins d'une éducation à la sexualité des enfants. Donc, je pensais que je traiterais assez rapidement, mine de rien, le document. Et quand j'ai vu qu'en fin de compte, il y avait beaucoup de red flags, comme on dit aujourd'hui, j'ai proposé à Christelle Comet des Mamans Louves qui m'a missionné qu'on se concentre là-dessus. Et puis, on a convenu d'éplucher la bibliographie. En fait, on voulait faire quelque chose qui n'avait jamais été fait, donc on a convenu d'éplucher la bibliographie qui constitue les références, en fait, les références multiples de ces standards, c'est-à-dire la bibliographie sur laquelle s'est appuyé le groupe d'experts que j'ai également cartographié, qui avait été fait avant, mais sur lequel j'apporte aussi quelques nouvelles informations. Et donc sur la bibliographie sur laquelle s'appuie ce groupe d'experts pour élaborer ensuite les standards. Et c'est là que on peut voir qu'il y avait des choses qui posaient problème. Oui, votre travail, c'est une exclusivité, en fait, c'est le premier travail qui cartographie en fait les références bibliographiques. Bah oui, en tout cas, oui, de ce que j'ai pu chercher, trouver, oui, oui, j'ai regardé d'autres travaux et en effet, ça n'a pas été fait, que je sache. Et en plus, visuellement, c'est assez parlant, puisque Bah, vous avez schématisé. Donc, vous allez d'abord commencer par nous présenter un groupe d'experts, les experts, enfin 5 sur 19, hein, c'est ça exactement? ouais, je vais me présenter 4 ou 5 sur 19, donc ça a déjà été fait, mais il y a sûrement des gens qui ne connaissent pas encore ces personnes-là, donc je vais donner quelques exemples hein, de ce groupe d'experts qui se compose de 19 personnes. Et ensuite, je vous donnerai en fait, c'est une cartographie, donc je vais vous expliquer un petit peu les personnes qui composent la bibliographie qui a servi à faire les standards. Et surtout, je vais vous présenter les personnalités que j'ai qualifiées de profil rouge, c'est-à-dire des gens qui sont en fait des partisans de la pédophilie. Globalement, des D'accord. partisans de la pédophilie et qui se trouvent dans cette littérature sur le développement psychosexuel de l'enfant. Oui, donc ces experts ont élaboré les standards qu'on retrouve dans ce document de l'OMS. Et à partir de ces experts, vous allez nous parler de 5 sur 19. Vous êtes remonté, vous avez déroulé le fil de la pelote et Ouais. vous avez découvert toute une pédosphère en quelque sorte. Oui, en fait, je me suis dit, bon, ben voilà, il y a les experts, ils ont déjà été cartographiés pour certains. Je vais cartographier avec la méthode qu'on m'avait appris à l'école de guerre économique, faire des recherches assez poussées. Et j'ai pu découvrir d'autres choses, on en reparlera, mais j'en parle dans chacune de mes interventions, puisqu'elle est quand même marquante. Une experte qui s'appelle Erika France, parce qu'en plus, elle est elle-même prise en référence dans la littérature sur le développement psychosexuel de l'enfant, parce que c'est un document qui est assez autoréférent. Hein. C'est-à-dire, il y a 16 personnes, 16 membres de groupe d'experts sur 19 qui sont liés à la Fédération internationale pour la planification familiale. Et dans les références, ils se prennent eux-mêmes en référence assez régulièrement. Voilà. C'est autoréférent comme travail. Voilà. Ce qui est d'ailleurs cohérent avec un des propos d'une membre de ce groupe d'experts qui s'appelle Dortch Bracken et qui a dit que pour elle, l'IPPF devrait suivre son propre agenda d'éducation à la sexualité. Quoi. Qui est cette personne? Vous pouvez nous décrire? Oui, elle est membre du groupe d'experts, mais je vais vous la présenter avec les autres. Elle est peut-être en 4e position, chose comme ça. L'idée, c'est alors pour les gens qui n'auraient pas vu les autres interventions, c'est de donner les informations que j'ai données dans les autres. Et pour ceux qui auraient déjà vu, c'est de leur apporter aussi un petit peu d'autres informations que ce que j'ai pu donner, puisque dans les interventions en général, je me concentre sur les profils rouges, puisque c'est ce qui est le plus choquant. Oui, on va être complémentaire avec des interviews comme celle intéressante chez François que vous avez donnée. Oui, c'est ça l'idée, c'est de répéter, mais aussi de compléter un petit peu à chaque fois, pour ceux qui voudraient avoir d'autres informations. Absolument. Donc ce groupe d'experts, donc les 5 que vous voulez nous présenter, quels sont-ils? Alors, celle qui est la figure de proue, en fait, elle s'appelle Gunther Lasdan, donc elle, c'est une lettonne.
est évidemment affiliée à l'IPPF. Lettonne, hein, c'est ça. Ouais, lettonne, ouais. Lettonie. Ouais. Et donc elle est partisane d'une éducation sexuelle carrément dès la naissance. Et ça a été rapporté dans un article français de Ouest France, déjà il y a quelques années. De toute façon, vous verrez, je mets tout en lien hypertexte dans mon travail, donc vous pouvez vous y reporter. Voilà. Elle est aussi, bon, ce sont des gens qui sont quand même assez orientés Agenda 2030, hein, c'est-à-dire sur tout ce qui est plus largement LGBT, égalité de genre ou autre. C'est pour dire, il y a quand même il y a des partis pris. Alors on en a tous, mais là, je me dois de dire quel est le leur. Et leur parti pris, c'est essentiellement ça, quoi. Et surtout, il y a un nom qui revient, enfin un nom d'organisme qui revient quelquefois. Là, elle a été par exemple récompensée par la Société européenne de contraception. Voilà. Donc, cette société, elle est financée aussi essentiellement par ses adhérents, hein, mais par les frais d'inscription à ses congrès et autres. Mais il y a aussi un petit peu d'argent qui vient de Exeltis, par exemple, qui est un laboratoire pharmaceutique et qui commercialise des contraceptifs, et de Bayer, que je ne vous présente plus, puisque c'est Bayer qui a racheté Monsanto. Donc, on connaît un petit peu ces personnes-là, quoi. Voilà. Je vais passer assez rapidement sur ce groupe d'experts parce que c'est pas ce qui est le plus choquant dans le travail. Le deuxième que je retiendrai qui a été présenté s'appelle Dan Apter, et lui, donc c'est un Finlandais de mémoire, et donc il était membre il présidait toujours au moment de la rédaction de Milice, il présidait la Sexual Health Clinic, donc qui est la branche finlandaise de l'IPPF, quoi. La Fédération internationale pour la L'IPPF, planification. c'est comme une pieuvre qui a des ramifications un peu partout en Occident. C'est ça, en fait, c'est comme une maison mère qui a à Londres, elle est située, je crois. Hein. Ouais, à Londres. Et c'est une maison mère qui a ensuite ses ramifications nationales, ses filiales, quoi, ses filiales ou ses bases ou ses délégations nationales ou alors j'allais dire chapitres, c'est chapters en anglais, mais c'est des espèces de représentations nationales ou des structures qui lui sont liées ou des structures qui sont partenaires. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez tentaculaire, en effet. Qui a créé l'IPPF? Qui est derrière l'IPPF? L'IPPF, et j'ai un trou de mémoire tout de suite, quoi. Non, c'est Margaret Sanger. Quel trou de mémoire? C'est Margaret Sanger qui a créé l'IPPF. Donc ça remonte déjà un sacré bout de temps, sachant que Margaret Sanger, ensuite c'est une autre époque, mais elle était membre de la Société américaine d'eugénisme, hein, si ma mémoire est bonne, et elle était proche de tout ce qui est milieu eugéniste néo-malthusien et partisan de la régulation démographique. Ensuite, il faut peut-être contextualiser, puisque c'est une époque où il y avait peut-être moins de possibilités de contraception dans des milieux où il pouvait y avoir plus de pauvreté ou autre, ce qui pouvait générer ensuite beaucoup d'enfants dans des milieux pauvres ou autres. Mais c'est un contexte, mais en recontextualisant, il y avait aussi d'autres discours qui voulaient que les classes, on va dire, laborieuses ne prolifèrent pas trop. Voilà. Donc, c'était une... Oui, il y a une idée d'eugénisme. Ouais, c'était une idée d'eugénisme, donc pas un eugénisme actif, hein, mais ce qu'on appelle je me comprends quand je dis eugénisme actif, hein, c'est-à-dire ne pas tuer des êtres vivants déjà nés, mais un eugénisme passif, sous forme de prophylaxie, on va dire, un petit peu, une anticipation. Oui, je comprends. Éviter que les classes laborieuses ou les classes dites inférieures se reproduisent. Ouais, il y a eu d'autres discours comme ça, c'est un peu extérieur à l'étude, donc j'en parlerai pas ici, mais à la fin des années 60, il y a eu des discours aussi. En tout cas, les racines de l'IPPF, c'est ça. L'histoire de l'IPPF, c'est ça à l'origine. Donc, c'est bon de le savoir, parce qu'ensuite, ça oriente la suite qui vous amène aujourd'hui. Ça oriente la suite, et puis du coup, on trouve des petits liens avec tout ce qui concerne la contraception. Ouais. Donc ce monsieur Dan Apter, il est depuis 2008, lui, il était vice-président de la Société européenne de contraception. Donc il est également lié comme Gunther Lesdan. La troisième personne, George Bracken, dont je vous ai parlé, évidemment liée aussi à l'IPPF, elle a travaillé pour l'IPPF. Et elle est néerlandaise, puisque ce sont des standards européens, et vous avez donc des personnes qui viennent de différents pays, quoi. Donc vous avez là, on a vu Lettonie, on a vu Finlande, là, on voit néerlandais. Quand je parle d'Erika France, elle est belge flamande. Voilà, il y a des représentants de divers pays. Voilà.
Il y a Et donc, beaucoup de représentants dans la zone scandinave, hein, dans les pays scandinaves. ouais, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Avec le cercle Aristote, on avait remarqué qu'il y en avait aussi Allemagne, Pays-Bas. Donc, ouais, cette branche-là est assez représentée, oui, en effet. C'est Euh, culturel peut-être, non? Est-ce qu'il y a un aspect culturel? Ça vous avez peut-être pas trop creusé, non, je l'ai pas creusé, donc en fait, mmh, quand c'est une je sais remarque. pas, je préfère pas me prononcer, quoi. Très bien, c'est plus sage. Bah, ouais, par précaution. Donc George Bracken, j'en avais parlé il y a quelques minutes, et Mmh. elle voulait elle disait qu'elle voulait que l'IPPF promeuve son propre agenda d'éducation sexuelle. Et bon, voilà. Et il y a un forum qui s'appelle Women Deliver. Donc en 2016, puisque Bracken est intervenu là-bas, en fait, qui avait dit que sous son leadership, donc sous le leadership de Bracken, l'IPPF a étendu son implication dans le travail pour et avec les jeunes, en particulier dans le domaine de leurs droits sexuels et reproductifs. Donc, ce qui montre qu'en fait, elle a eu vraiment une assez forte influence. C'est que ce forum Women Deliver où elle est intervenue, il était lui-même financé par des fondations comme la fondation Gates et la Commission européenne. Voilà, avec également des laboratoires pharmaceutiques, hein. De toute façon, vous reportez à la page 8 de l'étude, vous verrez la capture d'écran avec les noms des différentes organisations. Vous avez, par exemple, parmi les plus grands bailleurs de fonds de ce forum, vous avez donc Bayer, Johnson & Johnson. Ensuite, vous avez Merck, donc le Merck allemand. Vous avez Novo Nordisk. Ensuite, vous avez MSD, donc qui est le Merck américain, Merck Sharp & Dohme. Et ensuite, vous avez Pfizer. Ensuite, on tombe sur une personne qui est assez intéressante pour un travail qu'elle a fait. Et en fait, c'est un travail qui infirme globalement les assertions de l'IPPF. Enfin, pas de l'IPPF, mais plutôt du groupe d'experts de ces standards. Et donc, elle est finlandaise aussi. Elle s'appelle Raisa Kaksiator. Et donc, là où c'est intéressant, c'est qu'elle a publié une étude. C'était, je vais essayer de le traduire en français. Qu'est-ce que les enfants de 3 à 6 ans en Finlande savent à propos de la sexualité? Une interview des enfants, ouais, une étude avec entrevue des enfants sur l'éducation précoce, quoi. Et donc, elle remercie l'IPPF, hein, de Finlande pour le coup. Et ce qui est intéressant, c'est que elle, euh, elle dit que je vais essayer de retrouver ce qu'elle dit. Tata. Elle rapporte en fait les réactions des enfants quand on leur présente des dessins de personnes nues ou autres. Il a dit, on a voilà, des enfants âgés de 3 à 9 ans, auxquels on a notamment montré des dessins d'enfants et d'adultes nus, les adultes faisant l'amour. Et dans ces conditions, les réactions majoritairement obtenues des enfants étaient des gloussements. Et il y a un autre point qui est intéressant. Donc ça, c'est une étude qui a été faite en 2020. Là, je vous présente la personne. Donc c'est ultérieur au standard 2010, mais elle s'appuyait quand même sur les standards 2010 pour son étude. Mais là, c'est bien de voir les réactions des enfants Une dans cette. réaction de gêne, hein. C'est une Ouais, réaction de une gêne, de réaction de gêne. défense. Et puis autre chose, par exemple, là, ce que j'avais noté, c'est que, enfin, ce que j'avais rapporté, ce qui est expliqué dans l'étude, c'est que le protocole de cette étude s'appuie sur ceux d'entrevues antérieures, mais aussi sur les standards de l'OMS dont on parle là de 2010. Et que donc dans les résultats qui étaient exposés dans cette étude, les enfants apparaissaient comme gênés quand il y avait de la nudité. Ils répondaient généralement en chuchotant et passaient rapidement à l'image suivante. Ce qui montrait bien qu'il y avait une gêne, et que ça ne correspondait pas aux questions qui se posaient, mais que ça les mettait mal à l'aise, quoi. C'est ce que les pédopsychiatres appellent une intrusion dans leur psychisme. Ouais, je crois que Christelle, elle me parlait, elle, d'effraction psychique, ils appellent ça, quelque chose comme ça. Et ce qui était très intéressant, c'est un point suivant. J'ai mis l'encadré à la page 11 de mon étude. Et j'avais relevé, je vous cite ce que j'ai mis un point majeur apparaît dans l'approche des situations qu'ont les enfants. Il est d'autant plus intéressant qu'il invalide le postulat de la sexualité infantile que promeuvent pourtant l'IPPF et l'OMS. Dans notre capture qui suit, Caxiator souligne qu'en présentant le dessin d'une sexualité chez l'adulte, la cognition infantile reste hermétique lorsqu'il s'agit de fournir une explication contextuelle du dit dessin. Bon, je vous passe les premiers propos, vous pourrez les lire. Mais en fait, quand on voit des femmes, des hommes, et quand ils voient des hommes et des femmes nues ou d'autres contextes, euh, les enfants disent aucune référence au sexe, au rapport sexuel, à la reproduction ou similaire dans les explications données. Et souvent, et ça c'est important, souvent, les enfants tournaient l'image horizontale vers le haut afin que les adultes apparaissent debout sur l'image. Mmh.
Donc, ça montre que pour eux, en fait, deux personnes qui sont couchées en train de coucher ensemble, ça fait pas sens, quoi. Mm. Et pour eux, ce qui fait sens, c'est deux personnes qui sont à la verticale. Voilà. La Je vous passe. station Koubou, c'est la seule qu'ils connaissent et qu'ils ont à connaître à ce stade de développement. Ouais, c'est ça, c'est ça. La personne dont je vais vous parler après, j'en reparlerai plus tard parce que je vous l'exposerai avec le panagramme. C'est une personne qui s'appelle Erika France et on en reparlera après parce que c'est là que ça commençait à interroger parce qu'il y avait un livre qu'elle a publié pour l'association pour laquelle elle travaille qui s'appelle Sensoa, qui est rattaché au planning familial et qui est flamande, donc c'est écrit en néerlandais. Et ce livre s'appelle J'ai vu deux ours. Et j'en parle dans les autres interventions, mais j'en parlerai aussi ici pour ceux qui n'auraient pas vu Oui. les autres interventions. Sur Oui. la bibliographie des standards, euh, j'en reparlerai aussi de trois personnalités marquantes et qui m'ont vraiment commencé à poser souci. Mais je vais vous citer en fait le grand A en fait des références. Vous avez grand A, donc ce sont les références générales, des références quoi. Grand B, littérature sur le développement psychosexuel de l'enfant, et c'est la section qui a posé le plus problème. Vous avez le grand C, c'est curricula et documentation pédagogique, et en grand D, il y a les sites internet que je n'ai pas trop traités puisque c'est globalement assez autoréférent et ça renvoie à des organisations déjà citées. Mais à côté des références, vous avez une trentaine de sources et vous en avez 6 qui proviennent directement de l'IPPF, donc c'est autoréférent. Il y en a 4 qui renvoient aux Nations Unies, dont 3 à l'UNESCO. Je rappelle que l'OMS est une agence des Nations Unies. Vous en avez 6 qui émanent directement de l'OMS. Ensuite, vous en avez 6 qui sont issus d'organismes qui partagent la même idéologie. Vous avez notamment Sensoa, dont on vient de parler avec Erika France, et c'est également elle qui est prise en référence là. Vous avez le BZGA qui a participé aussi dans cette organisation des standards, et qui est le Centre fédéral, je crois, pour l'éducation sanitaire en C'est allemand. Allemagne. En Ouais, Allemagne, c'est allemand. Sensoa, c'est quoi l'idéologie dominante de Sensoa? C'est éducation sexuelle, c'est prévention. En fait, c'est une branche de Dès le plus jeune âge. l'IPPF. C'est lié à l'IPPF. Oui, c'est Voilà. l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge. C'est ça Ouais. l'idée? Oui, oui, oui. Bah là, ils partent sur quelque chose qui est. Alors, de 0 à 3, je ne me souviens plus, mais je pense que oui, je pense que c'est ça. Mais vous verrez que le livre d'Erika France, c'est du matériel pédagogique destiné aux enfants de 3 à 11 ans, par exemple. Voilà. Bon, d'accord. Et donc, dans les autres organismes qui ont la même idéologie, donc il y avait Sensoa, il y a le Population Council, donc conseil sur la population, c'est-à-dire un conseil sur la démographie. Donc, c'était pour le contrôle démographique qui a été fondé par John D. Rockefeller III en 1952. Et donc, c'est quelque chose qui a quand même quelques années et un certain poids. Vous avez Rutgers, qu'on voit aussi, puisque c'est lié aussi à l'IPPF, et j'en parle aussi dans l'étude, d'autres groupes comme ça. Et vous avez surtout 3 défenseurs des relations pédocriminelles, mais que j'afficherai avec le panagramme. Et je vous mettrai leur citation avec à ce moment-là. Et là, donc, je vais vous donner des noms aussi que je n'ai pas donnés dans les autres interventions. Donc, c'est dans le grand C des références, c'est curricula et documentation pédagogique. Donc, il y a pas mal d'organismes qui sont à nouveau pris. Vous avez le BZGA qui est à nouveau pris en 5 références, donc ça veut dire à 5 reprises. Vous avez une organisation qui s'appelle Advocates for Youth, qui est un partenaire récurrent de la fondation SICUS. Donc, SICUS, ça a été fondé par Marie Calderon, qui, elle, prend en référence les travaux du pédocriminel Alfred Kinsey. Et donc, je rappelle, Alfred Kinsey, il y a le livre de Marion Sigaud qui a révélé énormément de choses sur Kinsey. C'est globalement quelqu'un qui fait des expériences d'orgasme sur des enfants et même sur des nourrissons, quoi. Donc, bref. Donc, Mais des professeurs de zoologie et d'entomologie. Et l'entomologie, c'est l'étude des insectes. Ouais. Et ouais, puis donc il a fait ça sur des. C'est un pédocriminel en fait, pour le dire autrement. Voilà. Et donc Siccus fait souvent référence à Kinsey, quoi. Sachant que Marie Calderon, qui a fondé Siccus, était avant à l'IPPF. Donc vous avez. C'est une sphère en vase clos. Vous avez le Bureau international de l'éducation, donc, qui est un centre de l'UNESCO, qui a été lancé il y a environ un siècle grâce à une subvention de la Fondation Rockefeller. Vous avez 6 références de l'IPPF encore, donc ça reste autoréférent. Vous avez Santé sexuelle suisse, les standards et qui de mémoire est lié aussi à l'IPPF. Vous avez une fondation qui s'appelle PAF, qui a été lancée en 1977 avec une subvention de la Fondation Ford
Et donc, j'ai regardé le dernier rapport annuel, c'est-à-dire celui qui date de 2022. Et parmi les bailleurs de fonds, donc vous avez la Fondation Rockefeller, la Fondation Gates, l'Open Society de Soros, le Wellcome Trust. Et du côté des entreprises, vous avez des laboratoires comme AstraZeneca, Gilead, GSK, donc GlaxoSmithKline, Johnson Johnson, Merck, MSD, Novartis et puis Novo Nordisk. En autre référence en curricula de documentation pédagogique, vous avez encore le Population Council dont on a parlé avant. Vous avez Rutgers à nouveau, vous avez Sensoa, vous avez vous avez Siccus référencé 4 fois. Voilà, donc ça reste quand même en vase clos. C'est-à-dire que cette apparence de diversité, que ce soit parmi les groupes d'experts où 16 sur 19 sont liés à l'IPPF, ou que ce soit dans cette espèce de curricula et de doc, ça reste en fait très peu diversifié. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise en tension d'approches scientifiques qui peuvent être antagonistes, mais ils ont pris quelque chose qui va juste dans la même direction en présentant, en disant voilà, c'est de la science. Ils changent de nom simplement, mais en fait, on Ils revient, changent même. on Non, tire en le fait, fil, on revient toujours un peu vers les mêmes noms, les mêmes organisations. ouais, mais ils changent même pas de nom en fait. C'est-à-dire que les noms sont marqués dans les bibliographies et là vous dites bon bah globalement c'est des noms que je revois liés au groupe d'experts ou dans d'autres parties de la bibliographie, ils reprennent toujours les mêmes gens, quoi. Et je vais peut-être passer au panagramme pour vous exposer. Anagramme qui est Le panagramme, c'est pas moi, c'est Gregor van der Eycken avec qui je fais d'avocratie. C'est lui qui a bravo. qui a C'est créé le visible. panagramme. Mm. Ouais, c'est C'est du taf, pratique. c'est du taf solide, le panagramme. Mm. Et donc je vais le partager avec vous. Comme Mhm. ça, c'est toujours mieux quand c'est visuel, Absolument. je trouve. Hop, lancer. Alors, est-ce que vous avez le panagramme à l'écran? Un bon dessin vaut 1000 mots parfois. C'est bon, il s'affiche? Oui, oui, ça fiche très bien. D'accord. Donc, je vais Erika France. On va revenir sur Erika France dont on parlait tout à l'heure, et parce qu'elle est justement très intéressante. Excusez-moi. Hop. Et donc, en fait, Erika France, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a mis. Hop, on va aller sur son profil. Et donc, elle a écrit un livre qui s'appelle justement J'ai vu deux ours. Et je suis désolé pour ceux qui ont déjà vu mes autres interventions, je radote, mais ça me semble important. Oui. C'est que donc j'ai vu deux ours, je vais ouvrir pour que vous voyez, comme ça vous verrez que tout ce que je vous dis C'est est sourcé, tout sourcé. est De sourcé, hein, bien sûr. toute façon, je suis obligé. Donc, je suis obligé. Donc là, vous avez deux ours qui s'embrassent. Et vous pouvez regarder, ça fait 263 pages. Donc, je n'ai pas traduit les 263, c'est du néerlandais en plus. Mais en fait, donc, dans les. Là, donc, vous voyez, c'est ce que je disais, c'est pour programmer pour plus de 3 à 11 ans. Et on arrive à des questionnements qui sont imposés aux gamins. Donc, on se doute, matériel pédagogique, ça va être à donner aux enseignants, aux infirmières scolaires, ou à toute Mhm. personne qui fera l'éducation à la sexualité. Et là, elle dit quoi? Elle dit, bah voilà, les questions du questionnaire en dessous de ces ours sont les suivantes. Enfin, ça, c'est moi qui le dis. Donc, y a-t-il des animaux homosexuels ou lesbiens? Combien de partenaires sexuels les gens ont-ils en moyenne dans leur vie? Avec plusieurs réponses possibles. Donc, on est d'accord, c'est pour les gamins de 3 à 11 ans quand même, hein. Oui, et ça, c'est dans le livre, hein, c'est ce que vous Ouais, avez c'est dans le relu. livre, ouais. Ouais. D'accord, il suffit de le faire traduire par un Ouais, outil ouais. de Oui, traduction. c'est ce que j'ai fait. Que Mm. signifie hétéro-homo-lesbien, avec une demande de réponse sur hétéro-homo-lesbien ainsi que sur bisexuel. Jeunes et vieux, tout le monde le fait, il n'y a qu'une seule règle, vous devez aimer tous les deux. Qu'en pensez-vous? Donc c'est moi qui ai mis en gras de mémoire. Donc voilà, former de jolis couples avec ces duos et trouver des idées pour une histoire, en rapport avec des images proposées à la suite qui présentent des couples de différentes ethnies et orientations sexuelles. On voit pas trop l'intérêt pour des gamins quand même. Ensuite, la série de questions après est encore plus chaude. Donc, qu'est-ce qu'un orgasme pour un homme et pour une femme? Donc, on est vraiment dans les fractions psychiques, hein. Comment jouis-tu? Qu'est-ce qui est vrai? Lorsqu'un homme est excité, il a un pénis en érection. En caressant ou en léchant cette érection, en ayant des relations sexuelles, on peut faire jouir un homme. Lorsqu'une femme est excitée, ses mamelons se dressent, son vagin et sa vulve deviennent humides, son clitoris plus gros et ses lèvres plus larges, notamment en caressant ou en léchant le minou, une femme peut avoir un orgasme. Les femmes jouissent souvent lors du sexe. Cet homme et cette femme doivent jouer ensemble. Un autre mot pour l'orgasme. Connaissez-vous d'autres mots? Selon vous, qu'est-ce qui fait un bon amoureux? Et puis bon, etc. Et prodiguer un conseil. Bon délire, quoi. Là, on est d'accord qu'ils veulent adresser ça à des enfants prépubères de 3 à 11 ans. Ouais.
Ouais, c'est ça, c'est 3-11 ans. Oui, c'est dit en introduction. Et donc ce que j'avais déjà exposé, c'est, les captures que vous voyez ici. Bon, là, on voit des enfants nus, on peut se dire, si c'est de toute façon, si c'est pas ça a pas le même sens pour nous que pour eux, bon, voilà, des dessins d'enfants nus, OK. Pour l'anatomie, quoi. Mais là, ils ont mis des adultes, bon, et là, moi, ce qui m'a gêné, mais c'est très subjectif, hein, de ma part, je me suis demandé pourquoi ils mettaient des organes génitaux pubères, en fait, pour expliquer à des enfants. Heu Et à côté, on retrouve ce qui était fait aussi sur le site On s'exprime avec les lapins en mode Kamasutra. Bah, Le site On s'exprime, redite aux spectateurs, c'est un site assez ouvert à tous les vents, à tous les âges, mis en place par le gouvernement, c'est ça? ouais, c'est ça, et en fait, il y a pas de modération dans les réponses. C'est-à-dire, si un gamin de 9 ans, il écrit pour savoir ce que c'est un anulingus, bah, le la personne préposée va répondre crûment. Donc voilà. Et là, vous voyez, donc il y a divers trucs, il y a entre le sexe oral, la levrette, le 69 et tout le reste, quoi. Donc ça qui est disponible pour des enfants de 3 à 11 ans. Voilà, donc c'est ce qui m'avait, moi, à titre Il personnel, il choqué, quoi. détourne enfin, il détourne des jouets, c'est quand même des images de jouets ou de peluches et c'est détourné, Oui, c'est ça, en fait, ils en de font, manière bah oui, perverse. pourtant, enfin, je veux dire, des nounours en 69, ou en sexe oral, pour des enfants de 3 à 11 ans, en fait, il y a bon, bref, il y a un Mmh. souci, quoi. Il y a un Voilà. souci. Je vais revenir sur le panagramme, mais cette fois, on va aller plutôt sur, on va aller sur les 3 personnes qui m'ont posé problème. Et donc, ils sont des défenseurs des relations pédophiles, en fait. Et eux, ce sont les 3 références dont je voulais vous parler et dont je parle toujours, dans le grand A, c'est-à-dire, dans la bibliographie, dans les références. C'est là que ça commence à poser problème parce qu'il y a des noms d'organisations dont j'ai parlé tout à l'heure, mais là, ce sont des noms de personnes. Donc, vous avez Gunther Schmidt, par exemple. Et Gunther Schmidt, lui, il est très problématique. Je vais vous le citer, comme je cite toujours. J'en Il avait profite pour dire qu'il est psychothérapeute de formation. Ouais, ouais, ils ont déposé des trucs comme ça. Oui, bien sûr. Et, Mmh. en fait, donc là, j'ouvre un petit peu plus sur Gunther Schmidt. Et Schmidt, donc, il avait fait un avant-propos à un livre qui s'appelle Intimité intergénérationnelle masculine, qui est sorti en 1990. Mmh. Et lui, il parlait dedans de, je le cite, relation pédophile réussie qui aide et encourage l'enfant, même si l'enfant accepte souvent des relations sexuelles en recherchant réellement confort et affection. Donc, fin de citation pour monsieur Schmitt. Voilà, il a écrit pour Archives of Sexual Behavior, sachant qu'Archives of Sexual Behavior, ça a été fondé par quelqu'un qui s'appelle Richard Green, là, vous voyez ici. Et Richard Green lui-même, c'est un ami de Thomas O'Carroll. Et Thomas O'Carroll était euh, un cofondateur, un président je crois que c'était entre 1974 et 1984, d'un groupe qui s'appelle le Pedophile Information Exchange. Et c'est-à-dire, c'est un groupe de promotion de la pédophilie et pour la reconnaissance et la légalisation de la pédophilie. Sachant qu'en 1980, le Pedophile Information Exchange avait demandé, voulait créer une fédération internationale pour les droits des pédophiles et les droits sexuels de l'enfant, ce qui n'a pas abouti. Mais l'idée était là, en C'est tout quoi, cas. un groupe de pression, une association, un lobby? Ouais, oui, c'était un lobby, ouais, c'est ça. Voilà. Et Richard Green aussi, d'ailleurs, ce qui était important, c'est qu'il avait reçu aussi un prix en hommage à Magnus Hirschfeld. Et Magnus Hirschfeld, c'est le premier à avoir fait la clinique transgenre en Allemagne à la fin des années 20, des années 1920, bien sûr. Voilà. Donc quand je dis transgenre, en fait, c'est plutôt transsexualisme, c'est-à-dire une mutilation sexuelle pour changer de sexe, quoi. Mutilation irréversible. Oui, 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 les traitements très lourds et les opérations très lourdes, dont a Oui, parlé c'est ça. d'ailleurs le docteur Nicole Delépine sur cette chaîne, sur la transmania et la dysphorie de genre. Oui, avec des Oui, opérations qui sont moi ensuite, mutilantes et oui, qui donnent quand même des moi vrais. ensuite sur la transmania, il faut lire de Margaret Stern et Dora Muto, hein, je pense qu'elles ont fait Oui, un aussi. travail suffisamment complet là-dessus. Et aussi, Gunther Schmidt, il avait écrit un article là, en 2002 qui Mmh. s'appelle le dilemme du pédophile masculin. Et ce qu'il écrivait dans cet article, il disait ben, le pédophile, en fait, il prend beaucoup sur lui pour pas les mettre, pour pas, euh, pour pas agresser, en fait, pour pas basculer dans Parce que là, dans la criminalité. Sachant que moi, quand on m'a un peu reproché de distinguer pédophile et pédocriminel, mais c'est juste en termes juridiques, en fait. bien sûr. Pour moi, il y a pédocriminalité à partir du moment où il y a un acte positif et que ça devient un crime.
Quand il y a passage à l'acte, c'est pédocriminalité, et quand il y a simplement pensée. Pensée pédophile, un mec, ouais, pensée pédophile, donc pensée, oui, mais le mec qui passe pas à l'acte, bah, bon, bah, c'est de la pédophilie. Si à partir du moment où il télécharge une photo d'un gamin à poil, bah, là, ça devient de la pédocriminalité puisqu'il y a un passage à l'acte. Donc, c'est la seule distinction que je fais, c'est juste en termes juridiques, je pense, sans être juriste. Bien sûr, il y a un terme qui est utilisé pour expliquer aux spectateurs l'éphébophile aussi, qui est encore un peu différente. Oui, l'éphébophile, bah, il y en a. Oui, alors l'éphébophile, alors ça, c'est les termes. C'est comme ils parlent de sexualité intergénérationnelle, pour parler de relations pédophiles ou éphébophile. Maintenant, en fait, l'éphébophilie, ils avaient rebaptisé ça les boy lovers, c'est-à-dire les gars qui aiment les garçons. Mais boy lover, ça fait un peu, ça fait moins grave que pédocriminel, quoi. Ah oui. Au niveau sémantique, donc au niveau signifiant, quoi. Donc, ouais, en fait, oui, boy over, en fait, c'est pédophile et phébophile. D'ailleurs, je vais reparler avec une autre personne, je crois que c'est avec Ken Plummer, le troisième, qui parle justement enfin, on va en reparler, parce qu'il parle lui, de relations, de relations sexuelles. Mais il dit, mais ça arrivait rarement avec des enfants de moins de 6 ans. Donc, il faut noter que ce sont souvent des gens qui avaient une certaine autorité, professeurs, etc. Parce que j'ai noté que Ken Plummer, il était professeur de sociologie. Je pense en oui, France. mais globalement, ils sont tous comme ça, hein. Vous allez voir, un des pires que j'ai cartographié, qui est Thor Langfeldt, un Norvégien, il était aussi psychothérapeute. Il a défendu quelqu'un qui était accusé de centaines d'agressions sexuelles sur des enfants pendant 35 ans. Et ils sont psychothérapeutes, psycho-ceci, socio-cela. Ouais. Oui, il y a universitaires. intellectuel, entre guillemets, comme on peut voir ce qui s'est passé en France avec une certaine intelligentsia. C'est ça, comme ça se passe Pareil. aussi toujours. Et dernier point sur Gunther Schmidt, lui, donc il a travaillé sur la sexualité infantile dans les années 70 avec un de ses collègues qui s'appelle Volkmar Sigouche. Et Sigouche, on va le citer parce que lui, il avait déclaré « L'érotisme enfantin n'est pas seulement plein de délices, il est également nécessaire. » Voilà. Donc vous voyez un petit peu le genre de bonhomme pris en référence. Et Gunther Schmidt, avec les deux autres que je vais vous citer, lui, il est pris en référence c'est dans un encadré particulier en fait des standards. Et cet encadré s'appelle Digression sur la notion de citoyenneté sexuelle. Et donc, il y a une espèce de charabia, le même type de charabia auquel j'ai eu droit quand j'ai fait mes études de sociaux, quoi. C'est-à-dire des espèces de mots pseudo-techniques ou autres. Et en fait, oui, alors cette citoyenneté, c'est censé vous permettre de disposer librement, en pleine conscience de ce que vous faites, de ceci, cela. Et les trois mecs, il y a une note de bas de page. Il y a 3 noms en référence, et c'est les 3 noms que je vous cite là. C'est-à-dire Gunther Schmidt, ensuite Jeffrey Wicks, ensuite Ken Plummer. C'est-à-dire que les 3 utilise des éléments de langage pour enfumer, en fait. Ça ressemble à la langue de bois en politique. Parce que bon, les éléments de langage, on dit bon, oui, ok, bon, c'est pas grave comme ce qu'on pourrait lire là, ça n'a rien à voir même. Mais ensuite, quand vous vous dites, mais en référence pour parler de citoyenneté sexuelle, ils me prennent 3 partisans de la pédophilie. Il y a un souci. Et dans la même note, c'est la note 27 de l'encadré. Et vous avez 3 noms, vous avez Schmidt, Jeffrey Wicks et Ken Plummer. Donc Jeffrey Wicks, on va basculer dessus ensuite. Parce que lui aussi, c'est un sacré loustique. Donc oui, il avait publié des choses qui étaient globalement en défense du Pedophile Information Exchange. Il minorait un petit peu les dangers de cet organisme-là. Il fait référence dans ses travaux à Alfred Kinsey, dont on a déjà parlé. Et lui, il reprend dans ses travaux quelqu'un qui s'appelle Ian Pace. Et de mémoire, Ian Pace était aussi quelqu'un qui était très proche des espèces de milieux un peu douteux. C'est-à-dire que, oui, c'est ça. Lui, alors Ian Pace, il était... non, c'était un pédophile, je sais plus, j'ai un petit trou de mémoire. Mais il était membre aussi... Jeffrey Wicks est historien et sociologue. On retombe toujours sur les mêmes profils intellectuels, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Mais en fait, Ian Pace, de mémoire, donc il était membre ou proche du Pedophile Information Exchange. Et en fait, Jeffrey Wicks, pour dire que voilà, il n'y avait pas de trop de soucis dans les relations, pas dans la relation pédo et tout, il dit d'ailleurs, comme le montre Ian Pace dans une étude,
Bah oui, mais Yann Pace, en fait, c'est un mec qui est proche des pédos. Donc pour dire qu'il n'y a pas de souci dans les relations pédos, il prend un mec qui est proche des pédos, quoi. Bon, en fait, Donc tous ces personnes usent de leur pouvoir d'influence qu'on attribue aux intellectuels, en fait. ouais, c'est exactement ça. Bah, je vais vous citer Mhm. Jeffrey Wicks, hein, parce que je le cite toujours aussi. Parce qu'en fait, c'est bien que je vous expose tout ça, mais les citations, c'est toujours marquant, hein. Donc, on peut vous dire oui, oh, il était comme ci, comme ça, mais quand vous sortez la citation, là, on peut difficilement vous opposer quelque chose. On peut vous dire oui, c'est un contexte, donc bah, déjà non. Et ensuite, si c'est un contexte, le problème, c'est pas que Jeffrey Wicks ait dit ceci. Le problème, c'est que le groupe d'experts qui a fait les standards en 2010 ait choisi de prendre cette personne en référence. Et donc, ce que disait Wicks, il disait, si une rencontre entre enfants et adultes était consensuelle et mutuellement agréable, de quelle manière pourrait-elle ou devrait-elle être considérée comme nuisible? Voilà un petit peu. Effectivement, c'est très clair. Ouais, c'est clair, sachant que lui aussi, il était assez proche bon, de tout ce que j'ai dit, hein, du Pedophile Information Exchange, enfin, il les a défendus. Très bien ce qu'ils ont Et dans leur tête, effectivement. Et ce sont des gens qui ont été arrêtés, ils ont eu affaire à la justice ou jamais? Aucun d'entre bon, bah non, que je sache, non, il y en a un ou deux qui ont eu un peu chaud au matricule, ouais, eux. mais ils s'en sont quand même bien sortis, quoi. D'accord, ils ont traversé des périodes où régnait l'impunité jusque-là. Ouais, c'est ça, globalement. Ok. Donc, non, ils ont été globalement à l'aise. Voilà. Et donc, Ken Plummer, le dernier, lui, je vais vous le citer, on va continuer en citation. Il disait: un stéréotype suggère que les conséquences de la pédophilie pour l'enfant sont dévastatrices. Elles peuvent l'être, mais souvent ne le sont pas. Il s'agit d'une question complexe et trois distinctions cruciales doivent être faites ici. La première consiste à distinguer les expériences consensuelles, donc la pédophilie, enfin entre parenthèses pédophilie, de celles qui ne le sont pas, entre parenthèses viol d'enfant. Et c'est là que lui, donc, comme je l'avais introduit avant, il disait que les relations avec les moins de 6 ans restaient globalement assez, assez rares. Et je m'aperçois que j'ai fait une petite erreur, je vous prie de m'en excuser, parce que en fait, c'était pas Ian Pace avec Jeffrey Wicks. Ian Pace, c'était autre chose, c'était quelqu'un d'autre. C'est Mhm. Ken Plummer qui fait référence à quelqu'un qui s'appelle John Gagnon, qui lui, euh, qui lui était en fait membre de la rédaction de Paidika. Et Paidika, c'est un journal qui s'appelle, en fait, vous voyez ici, Paidika, et qui est un journal en fait, le sous-titre du journal, c'est Paidika, The Journal of Pedophilia. Donc, toutes mes excuses pour les spectateurs. J'ai fait une confusion avec Ian Pace. Ce n'est pas Ian Pace. Mhm. Et c'était John Gagnon qui était pris en référence par le troisième larron, donc Ken Plummer. Et puis, Gagnon disait non, non, mais en fait, il a fait une étude qui a prouvé que non, en fait, les relations intergénérationnelles, il n'y a pas tant de problèmes que ça et autres. Et lui était en fait de Paddington. Donc voilà, le journal de la pédophilie. Bref, voilà pour ces trois personnes-là. Et là, on est que dans le grand tas des références. Là où il a commencé vraiment à avoir du souci, c'est quand j'ai étudié la littérature sur le développement psychosexuel de l'enfant. C'est ce qui a été le plus long dans le travail. Et il y a une cinquantaine de références, si vous voulez. Donc, j'ai pas dit de nom, hein, j'ai dit références, parce que des fois, il y a deux, trois noms qui sont accolés. Et il y a ce que j'ai dû les distinguer parce qu'en fait, il y a un peu à boire, à manger. Vous avez des gens qui sont problématiques, vous en avez d'autres qui le sont beaucoup moins et qui en fait justifient pas qu'on puisse parler de biais ou autre, en tout cas pas avec ce qu'on m'a demandé d'analyser. Donc, j'ai subjectivement, mais en essayant d'être un peu objectif quand même, séparé ces profils en trois codes couleurs, on va dire. Il y a ce que j'ai nommé les profils rouges, qui sont des partisans, soit des partisans des relations pédophiles, soit des gens dont le propos est suffisamment grave, à mon avis, pour que je les classe là-dedans. Je parlais du cas Alan McKee, par exemple. Mhm. Les profils jaunes, vous avez des gens qui sont proches ou membres de l'IPPF, qui sont déjà des fois membres du groupe d'experts. Enfin, il y en a une. Vous avez des gens qui prennent Kinsey en référence dans leurs travaux. Vous en avez d'autres qui sont militants avec donc des partis pris idéologiques. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, eux, dans leur travail, mais pour moi, il y a des biais qui sont défavorables. C'est pour ça que j'ai parlé de profils jaunes. Et les profils verts, c'est ceux sur qui j'ai rien à dire au regard de l'angle que j'ai pris en fait pour faire mon travail. Donc pour donner quelques idées, on va y aller sur les profils rouges.
On peut commencer peut-être par Alan McKee dont j'ai parlé. Donc Alan McKee qu'on retrouve ici. Donc lui, il disait qu'il y avait, voilà, il se présente comme un expert en divertissement. Et surtout, il disait qu'il n'y avait pas de souci avec la pornographie sur les enfants. Enfin, il n'y a pas de problème pour des gamins à mater de la pornographie, ça ne pose pas de problème, ça n'entraîne pas de séquelles. Alors qu'il y a des études que je mets notamment en dernière partie de mon rapport, que j'ai marqué éléments scientifiques dissonants, puisque encore une fois, on présente ces standards comme étant la science, mais il y a il y a d'autres sons de cloche qui existent et qui contredisent complètement ce qui est avancé ici. C'est-à-dire que McKee dit qu'il n'y a pas de problème à montrer de la pornographie quand on est jeune ou autre. Ouais, on va se faire son profil, lui. Je vais ouvrir un panagramme, on va aller sur son profil. Vous allez voir un peu. Parce que ce qu'on peut reprocher surtout à McKee et ce qui justifie sa présence dans les profils rouges, c'est que il pense que le métier de prostituée devrait être intégré à l'éducation sexuelle, puisque en fait, la prostitution, dans certains cas, c'est moins fatigant que d'autres métiers pour les femmes ou autres. Donc voilà. Donc c'est ce bonhomme. On voit sa tête ou pas? Oui, absolument. Ok. Donc voilà. Voilà. Donc lui, il a supprimé son compte Twitter, il a supprimé ses sites, mais la Wayback Machine faisant des miracles, on peut tout retrouver. Et la promotion de la prostitution infantile, entre autres. Non, non, pas infantile. Mais pour lui, ça devrait faire partie de l'éducation sexuelle, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on devrait apprendre, même aux jeunes ados, que la prostitution, c'est un métier comme un autre et qu'en fin de compte, voilà. Donc là, bon, désolé si vous faites censurer, mais il y a des tutos explicites avec des images explicites. Il y a, bon, payant, bien sûr. Il y a son parti pris idéologique, moins LGBT, pro-transgenre ou autre, qui est là, encore une fois, c'est son droit, hein, mais pour moi, ce sont des partis pris qui engendrent forcément des biais. Donc voilà, il avait fait, comme je l'avais mis ici, mais c'est toujours sous forme de divertissement, puisqu'il se présente comme expert en divertissement. Il dit, il écrit des articles, mais genre à la légère, sans être à la légère, quoi. Mais là, par exemple, ce que j'ai mis ici, j'ai mis qu'il y a un article qui porte sur la pénétration anale hétérosexuelle passive. Donc voilà, je ne vais pas vous le citer, il n'y a pas besoin, mais par contre, je vais quand même citer celui sur la prostituée. Sur la prostitution, pardon. Il dit l'éducation sexuelle formelle ne parle généralement pas du travail du sexe, ce qui est étrange car c'est un aspect important du sexe pour beaucoup de gens. C'est aussi un sujet de débat public houleux. De plus en plus de travailleuses du sexe, en particulier les femmes, parlent d'eux-mêmes, de leurs expériences. Nombreuses sont celles qui soutiennent que même si le travail du sexe n'est pas parfait, et là c'est important, il est aussi bon, voire meilleur que de nombreuses autres formes de travail, en particulier les types de travail mal rémunérés dans l'industrie des services qui sont généralement disponibles pour les femmes et les personnes de couleur. Pour ces travailleurs, les problèmes liés au travail du sexe doivent être résolus par le biais de mécanismes tels que les structures de santé et de sécurité au travail. Donc là, c'est clairement pour dire aux jeunes, en fait, la prostitution, c'est vendre votre corps, en fait, marchandiser votre corps. C'est un métier comme un autre. Et c'est même moins dur que de faire un métier qui peut vous esquinter les articulations ou autre. Voilà. Voilà un peu le type de bonhomme qui est Et prêt à faire. il mentionne pas les dégâts psychologiques que peut produire ce type de métier. Non, mais même sur d'autres choses, quand il dit que pour la pornographie, non, il n'y a pas de dégâts chez les jeunes, l'entrée de la pornographie, pas d'impact sur le cerveau, on peut y aller. Donc voilà, sachant que McKee fait partie des 2-3 personnes qui sont présentes dans cette littérature, qu'on retrouve ensuite dans un document plus récent, c'est sur l'édition révisée des principes directeurs internationaux pour une éducation à la sexualité de l'ONU. Qui fait partie intégrante de l'agenda 2030 et du programme éducation 2030. Voilà. Donc McKee, on peut dire qu'il utilise, comme il est dans le divertissement, il utilise le soft power d'une certaine manière pour faire passer ses idées, le pouvoir du divertissement. Pour faire passer Oui, c'est ça. En douce. Oui, c'est ça. Bon, oui, mais je ne sais même pas si c'est en douce, parce que si c'est en douce, ça veut dire qu'il n'assume pas. Mais là, il a l'air assez libéré sur ces choses-là, quoi. Donc, en fait, c'est explicite. Mais encore une fois, c'est pas McKee. Encore une fois, McKee ne fait pas partie du groupe d'experts qui a fait les standards. McKee a été choisi par le groupe d'experts pour figurer dans la bibliographie des standards. C'est-à-dire, c'est le groupe d'experts avec Gunther Lasdan et compagnie
qui a dit ah bah ouais, le travail de McKee pour nous, il fait suffisamment sens pour qu'on l'intègre dans la bibliographie des standards de l'OMS. On le Voilà, prend en référence. Ce on le prend en sont référence. les intellectuels qui sont pris en référence. Ces travaux nous ont permis d'élaborer le document. Voilà, font partie de ceux qui nous ont permis d'élaborer le document. Voilà voilà ce que ça veut dire en fait. Voilà. Ensuite, je peux en citer d'autres. Je vais mettre les images un peu plus que sur mes autres interventions. Chez Neswip, elle est décédée, elle, mais c'est explicite. Pourquoi les profils rouges? C'est simple, c'est qu'elle avait fait un livre qui s'appelle Qu'est-ce que le sexe? Destiné aux jeunes enfants. En fait, on a directement une femme qui est en train de lécher un pénis ici, quoi. Voilà. Ça, c'est une capture que j'ai prise, que j'ai trouvée. Et bon, la fellation, c'est le sexe avec la bouche, c'est pourquoi, bon, blablabla. La peau d'une bite ou d'un vagin est également très sensible. Bon, c'est des trucs pour les gamins, quoi. Voilà. Autre profil rouge. Donc là, on n'est pas on n'est pas spécifiquement pour ces deux types, pour ces deux personnes, pour Maxime et Zwip, on est dans les fractions psychiques pour moi, mais on n'est pas dans la propédophilie, mais c'est suffisamment grave ce qu'ils mettent en avant pour qu'on arrive dans les profils rouges. Non, si on veut vraiment du propédophile, on prend quelqu'un comme Norvégien Thorlangfeld. Lui, c'est carrément explicite. C'est-à-dire que, par exemple, il avait défendu Eric Andersen, qu'on a appelé The Pocketman. Et The Pocketman, lui, The Pocketman, alors Langfeldt est norvégien et Andersen est suédois. Et il y a eu le procès d'Andersen en 2010. Il avait été accusé d'avoir agressé sexuellement plusieurs centaines d'enfants depuis 1976. Donc c'est quand même un sacré numéro, quoi. Serial violeur. Oui, oui, c'est un serial violeur. Et Langfeldt était son thérapeute et son défenseur. Donc ce qui est assez grave. Mais c'est pas étonnant, si vous voulez, puisque Langfeldt, il faisait partie d'un groupe qui s'appelle le Pedophile Arbeitsgruppe, un groupe de travail sur la pédophilie, dit autrement. Et puis il était actif, quoi. Donc il était explicitement membre d'un groupe pédophile. Sachant que Langfeldt, il a quand même aussi écrit un livre qui date de 86. Et voilà. Et le titre, vous voyez ici, et le titre, c'était « Si vous voulez, vous êtes autorisé à propos de la sexualité des enfants ». Ensuite, je ne sais pas ce qu'il y a écrit dans le livre, et maintenant, ce sont des livres qui sont durs à trouver. Hein. Donc, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, vous voyez ici, dans l'encadrement que j'ai mis, que j'ai trouvé sur le site Newgon, en fait, là, vous avez la notice de Langfeldt sur Newgon. Donc, Newgon, c'est un Wikipédia pédophile, en fait. Wikipédia pédophile. Oui, il n'y a pas de pédocriminalité dessus, mais il y a des notices de partisans de la pédophilie avec leurs fiches, avec leurs publications. Et là où vous voyez qu'ils sont pro-pédophiles, c'est quand vous avez la fiche de Judith Reisman, elle est présentée comme une pseudo-scientifique, alors qu'elle s'est vraiment battue contre la pédophilie et qu'elle a aussi mis en lumière tous les travaux de Kinsey, de mémoire. Newgon, hein, c'est ça? Newgon, vous voyez, alors là, YesMap. Alors c'est Newgon, mais vous pouvez trouver, en fait, il y a marqué wiki.yesmap.net. Alors map, c'est un jeu de mots avec la cartographie, bien sûr, mais map, c'est Minor Attracted Person. Et quand vous allez sur la page initiale, yesmap.net, en fait, il y a marqué lancé complètement en 2022. Yesmap est la version publique et la plateforme de communication de l'organisation Newgon. A Minor Attracted Person, donc MAP, un groupe activiste inclusif fondé en 2007, et Minor Attracted Person, donc sont les personnes attirées par les mineurs, sont les pédophiles, quoi. Voilà. Et quand vous allez donc sur yesmap.net, ensuite vous pouvez aller sur l'onglet Newgon Organization, et puis vous allez arriver directement sur le wiki qui va vous permettre ensuite de trouver des personnes. Et il y a des noms, j'ai eu du mal à trouver sur des informations sur Google. Parce que en français, il y a pratiquement rien, quoi, pour certains. Et donc, ça m'a permis de découvrir Newgon. Et donc, il y a pas mal de noms que j'ai tapés dessus dans la littérature sur le développement psychosexuel de l'enfant, mais aussi Gunther Schmidt et Jeffrey Wicks et Ken Plummer. Et c'est là que j'ai pu trouver toutes ces informations avec d'autres captures d'écran, des travaux. On va parler de Theo Sandford parce que lui, il faut le mentionner aussi. Voilà, et donc là vous verrez dans Langfeldt. Et donc ce que j'avais montré dans l'étude, c'est que Langfeldt, il avait été cité notamment par Thomas O'Carroll, qui a cofondé, comme je vous l'ai dit, le Pedophile Information Exchange.
et il a été cité dans une revue de publication de 80, Pédophilia, The Radical Case. Voilà. Donc je pense que... On peut parler de fléau, là, en fait, grâce à votre travail, on découvre la partie immergée de l'iceberg qui Bah, est immense, en fait. C'est un continent entier. alors, Le bon, monde j'ai de pas, la pédo, c'est un continent insoupçonné, en fait. disons que j'ai pas la prétention de... Il y a déjà beaucoup de travaux qui ont été faits de part et d'autre, mais là, Oui, bien sûr, c'est complémentaire, tout ça, c'est en fait, important. Votre les éléments, contribution, celle des ouais, autres, bien sûr. les éléments nouveaux là, de mon travail, c'est que je crois que surtout la littérature, les références bibliographiques, ça j'en suis sûr, la littérature sur le développement psychosexuel de l'enfant, les références n'avaient jamais été disséquées. Donc là, l'utilité, c'est que ça donne vraiment des billes pour agir en disant, mais attendez, voilà, les standards de l'OMS, donc qui sont dans le texte de référence pour l'éducation à la sexualité en France, qui va devenir une matière à part entière, de ce que j'ai compris à la rentrée, euh, ben, ça s'appuie en partie sur des pédophiles ou des pédocriminels, quoi. Donc, Et c'est clairement prouvé dans votre travail. Et n'importe qui peut ouais, aller chercher, n'importe qui serait curieux. ah Et oui, après, moi, il y a pas de biais. C'est-à-dire que je suis parti à la pêche vraiment sans savoir ce que j'allais trouver. Et je pensais vraiment que ça serait expédié assez rapidement. Je suis la référence, bon, ouais, ça va être des scientifiques, je vais trouver deux, trois trucs, mais je m'attendais vraiment pas à trouver tout ça, quoi. Donc non, tout est sourcé. Vous avez les liens hypertextes qui sont là, qui sont en violet. Vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez vous y retrouver, vous y rendre. Vous avez les captures d'écran, vous avez tout. Ouais. Donc non, tout est sourcé dans ce que je mets de toute façon, toujours. Voilà. Donc ça, c'est pour l'enfant. alerter les parents pour la rentrée, en fait. Là, ça va commencer à rentrer dans les écoles selon vos informations. Qu'est-ce qui va rentrer dans les écoles? Et cette idéologie inspirée Ouais. de tous ces intellectuels Ouais, qui... il y a eu beaucoup de retours de parents quand même. Il y a eu des séances d'éducation à la sexualité où les gamins étaient traumatisés. Je veux dire, on apprend aux gamins de 9 ans, 10 ans la fellation, ce que c'est une fellation, ce que c'est un anulingus. Une gamine qui avait été agressée sexuellement quand elle était gamine, la prof de SVT l'obligeait à mettre une capote sur une banane. Il y a des gamins qui reviennent en pleurant, ils sont traumatisés. Enfin, non, c'est du délire absolu. Donc, en fait, au départ, euh, Christelle Comet, elle m'a dit, mais enfin, il y a tous ces témoignages, mais enfin, est-ce que c'est les gens, on voit qu'il y a des biais, on sait qu'il y a des trucs derrière, mais est-ce que c'est juste les infirmières ou les gens qui présentent qui sont pas formés ou qui sont teubés de dire des choses comme ça à des gamins, ou est-ce que derrière ou est-ce que c'est vraiment structurel, quoi, en fait? Et là, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que dans les références, c'est vraiment dans l'idée, quoi. Il y a plusieurs personnalités qui sont vraiment des partisans de la pédophilie. Là, on a le panagramme. Vous avez toujours le panagramme à l'écran? Bien sûr, oui. Ouais, d'accord. Là, vous avez Straver, par exemple. Mhm. Straver, lui, il a été co-administrateur de la Fondation Brongersma. Et la Fondation Brongersma, Brongersma, c'est quoi? C'était un mec, justement, qui était un boy lover. Donc, Bon euh, garçon. ouais, Brongersma. Et donc, ce boy lover, Brongersma, il y avait, dans cette fondation, il y avait un paquet dans les archives de photos pédos, quoi. Et donc, c'est aux Pays-Bas, hein, à nouveau. Mhm. Et à un moment, il y a une loi qui est passée pour détruire le matériel pédopornographique, les photos, quoi. Et, mais pas contre la Fondation Brongersma en particulier, c'était dans le pays. Et à ce moment-là, c'est Straver et puis la personne qui administrait avec lui la fondation, tout brûlé, quoi. Ils ont tout dégagé. Ils Mais ont à aucun détruit les moment. preuves, en fait. Une destruction de preuves. Non, c'est même pas destruction de preuves, s'ils ont appliqué la loi. C'est-à-dire, bon, maintenant c'est illégal, on dégage. Mais à aucun moment, ils l'ont fait avant que cette loi passe. C'est-à-dire qu'à un moment, quand ils co-administraient, ils co-géraient une fondation qui avait des photos pédoporno, à aucun moment ils se sont dit, mais c'est quoi ces saloperies, on va les brûler, quoi. Donc, ils l'ont fait au moment où la loi est passée pour le faire. Mhm. Donc ils l'ont pas fait à un autre moment. Donc, pour moi, en fait, ils défendent. Ouais, c'est assez simple. Quand vous conservez des photos pédoporno dans une fondation que vous co-administrez, euh, c'est que vous cautionnez quelque part. Donc en plus, pour co-administrer une fondation dont le mec était ce qu'on appelle un boy lover, donc un éphébophile, un pédophile, il y a déjà un souci à la base, quoi. Voilà.
Alors, Peggy Kotenis. Non, c'est pas elle que je vais voir. En fait, elle a écrit un article avec quelqu'un qui s'appelle Théo Sandfort. On va voir ici. Et Théo Sandfort est assez gratiné aussi. Où est-il, Théo? Je vais la retrouver. Je me suis perdu sur mon panagramme. Tac. On va enlever Peggy. On va retrouver Théo. Alors, Peggy, elle est psychologue. Ouais, Peggy est psychologue. Bon, c'est pas très grave en fait sur Peggy. C'est Théo que je voulais retrouver. Je me suis un peu perdu sur le panagramme. Ça arrive suffisamment rarement pour que ce ne soit pas grave. Et en fait, Théo Sandfort, lui, on va aller directement sur son profil en fait. Ok, il était parti tout là-bas. Et lui, il avait été membre du comité de rédaction de Païdika, tout simplement. Donc Païdika, journal de la pédophilie, comme on l'a dit. Et on va aller directement sur son profil. Ça va être plus simple. Hop. Bormann, on en reparlera après. Parce qu'en fait, il y a des références, des fois, comme je l'ai dit, ce sont plusieurs noms. Donc là, la référence est Peggy Kotenis et Théo Sandfort. Donc je cartographie les deux. Peggy Kotenis, il n'y avait pas de choses sur la pédophilie. Elle défend tout ce qui est transgenrisme et tout, mais bon, c'est pas spécialement la question de la pédophilie, même si la question du transgenrisme auprès des enfants pose question quand même, pour pas dire plus. Mais Théo Sandfort, là, c'est intéressant parce que en fait, il avait, vous voyez ici, c'est une capture que j'ai prise sur New Gun, et New Gun, en fait, donc a recensé ses travaux. Et je vais vous citer des titres de ses travaux, ça s'affiche en petit, donc je ne sais pas si vous verrez. Donc Sandfort a écrit un livre qui s'appelle Les aspects sexuels des relations pédophiles, des expériences de 25 garçons. Relations pédophiles aux Pays-Bas, mode de vie alternatif pour les enfants, point interrogation. 1984. Le sexe dans les relations pédophiles, une enquête empirique auprès d'un groupe non représentatif de garçons. Les garçons sur leur contact avec les hommes, donc les garçons, donc les mineurs. Hein. Une étude sur les amitiés sexuellement exprimées, etc., etc. La pédophilie et le mouvement gay. Le monde regorge d'adultes, alors je suis toujours heureux de voir une petite fille. Donc publié dans Païdical, journal de la pédophilie, volume 2, etc. Bon, bref, voilà. Et un autre, on peut citer l'argument en faveur du contact sexuel entre adultes et enfants, une évaluation critique et de nouvelles données. Voilà un petit peu le bonhomme, sachant qu'il a reçu, comme vous le voyez ici, le prix John Money. Et John Money, si vous vous rappelez qui il a fait parler de lui quand il y a eu l'affaire David Reimer, donc, qui était un gamin qui était mutilé, qui a été mutilé quand il était jeune, et il y a une tentative de réattribution de chirurgie sexuelle sur lui, pour montrer qu'un garçon transformé en fille, en fait, pouvait vraiment être éduqué en tant que fille, et puis que ça pouvait rouler. Donc, David est devenu Brenda, et puis ado, David a dit que si on le renvoyait chez Monet, il se suicidait, et de toute façon, plus tard, il a fini par se suicider. Oui, Voilà. j'ai entendu parler de cette histoire. Voilà, et donc Sandfort a reçu le prix John Money. Et pour faire une phrase plus longue, Sandfort, qui est utilisé en référence dans la littérature sur le développement psychosexuel de l'enfant, a reçu le prix John Money. Voilà un petit peu. On peut encore continuer avec peut-être un ou deux. On va prendre peut-être Bornemann. Ensuite, je pense que je pourrais m'arrêter ici. Ernest Bornemann. Je crois qu'il y a déjà suffisamment de preuves, effectivement. Ouais, je le recherche. Bon, je me suis un peu perdu sur mon panagramme. C'est pas très grave. Ouais, mais Bornemann, en fait, lui, il fait partie de ceux qui sont qui étaient pour. Sexologue. Ouais, mais ils sont tous psychologues, ceci, cela. Là, vous avez. Tous log quelque chose. Ouais, lui, il s'est suicidé quand il avait 80 ans parce qu'il s'est fait plaquer par sa collègue de 19 ans. Il avait été salué par Thomas O'Carroll, si vous voulez. Donc l'ancien président du Pedophile Information Exchange dont on a déjà parlé. Ensuite, on peut continuer sur les autres. Vous avez Howard Barbary qui, lui, voulait élargir la définition de l'orientation sexuelle pour qu'il y ait la pédophilie également. Vous avez Manfred Berger, j'ai pas trop envie de relire les descriptifs qu'il fait de ce qui se passe dans les jardins d'enfants. Vous pouvez relire Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, ça vous rappellera un petit peu
les choses, en fait, les expériences des gamins entre eux de manière explicite, quoi. Donc voilà, non, c'est quelques exemples parmi d'autres, mais bon, voilà un petit peu, ça vous donne un petit aperçu des profils dits rouges que vous pouvez trouver. Voilà. Bien, bah, on en a pour notre argent, entre guillemets, en tout cas, effectivement. Oui, donc, C'est très clair. voilà. Merci beaucoup. Après, non, ce que les gens pourront aller voir, c'est éventuellement dans l'étude, ça sera aussi les éléments scientifiques dits dissonants que j'ai mis après. Vous voyez ici, c'était. J'ai cherché des études en fait qui contredisent ce qu'affirme le document des standards. Donc notamment pour montrer ce qu'entraîne la masturbation, l'éjaculation et la pornographie sur le cerveau, hein. Donc, sur le cerveau, sur la santé, sur la relation interpersonnelle ou autre. Donc vous pouvez retrouver ça, vous pouvez retrouver un autre sur la sexualité féminine précoce, et ensuite sur l'impact des abus sexuels infantiles. Voilà globalement. Je pense que j'étais assez Très clair, effectivement. Je vous laisse le mot de la fin. Je crois qu'on a de quoi faire une très bonne lecture en vue. Donc tout ça est actuellement référence de l'OMS. Ouais. Et ils n'ont Oui, rien en fait, changé. Il n'y a pas de voix dissidente qui se lève contre ça, à votre connaissance. Individuellement, oui, individuellement avec des parents. En fait, ensuite, il y a des gens de voix dissidentes à quel niveau? Au niveau institutionnel, au niveau Politique, institutionnel, non, non. politique, non. Politique, non, il n'y a aucun parti qui en parle, en tout cas. Il n'y a qu'un parti qui prend ça comme cheval de bataille. Chose de problématique potentiellement, parce que pour l'instant, c'est pas encore assez visible. Et De puis, toute façon, ça passe par une chose. À chaque fois, c'est pour que ça soit médiatisé, il faut que ça soit médiatisé. C'est vraiment un feedback positif à chaque fois, quoi. C'est plus qui amène le plus. Donc, plus on en parlera, plus on sera amené à en parler. C'est tout. bon, Plus ce sera diffusé sur les réseaux, même par des influenceurs, avec des guillemets, plus on en parlera. Plus il y a de chaînes qui en parleront, plus on en parlera. Plus il y a de parents qui l'approprieront, qui le diffuseront, plus on en parlera. Et peut-être qu'à un moment, qu'on en parlera, il y en a d'autres qui décideront d'en parler, je pense. faut faire circuler l'information, parce que là, ils jouent effectivement sur l'ignorance des gens, une fois de plus. Alors, je ne sais pas sur quoi ils jouent. Bien pour faire passer leur idéologie et pour se dire ça va passer sans résistance, sans dissidence. Bah, ça passe sans résistance et sans dissidence de toute façon. Donc, Là, on a trouvé quand même des éléments qui sont vraiment gravitimes, comme vous avez pu le voir dans le rapport. Et puis, ça devrait générer un peu plus de remous que ça. Et en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. nous allons voir ce qui va se passer à la rentrée, parce que je connais des parents qui tiquent sur ce genre d'information qui est fournie dans le cadre de l'école à leurs enfants. Moi, j'ai une amie qui a contacté quelqu'un je ne sais plus si c'est le rectorat ou qu'elle m'excuse si j'ai pas le souvenir exact, du rectorat ou la direction de son école. Et je crois qu'elle a écrit au maire. Alors le maire n'a pas répondu, mais je crois que la direction de l'école a appelé pour lui dire non, mais n'importe quoi, jamais ça, pour nier en bloc. Voilà. C'est une personne seule. Ils sont C'est dans une le personne déni. seule à avoir fait ça. Ah oui, bien sûr. C'est ça, c'est le déni, d'accord. Ouais. Oui, bah, restons vigilants, puisque de toute façon, il y a quand même eu l'annonce de la ministre Nicole Belloubet qui nous a quand même mis au parfum qu'effectivement, ils allaient faire entrer cette éducation dès la rentrée et dès le CP. Pour des gens qui sont hors de ce circuit, c'est dur à admettre, en fait. C'est-à-dire, vous arrivez, vous leur dites, bon, bah, dans ce que vous allez faire, il y a des références pédophiles. Vous dites, mais de quelle planète vous sortez? Donc, même en leur mettant sous les yeux, la dissonance cognitive est vraiment forte, quoi. Donc, il y a vraiment un travail à faire. Bon, écoutez, restons vigilants. L'union des parents fera la force. Et un grand merci pour ce travail très détaillé. Je vais mettre les liens dans le descriptif de la vidéo. C'est précieux. Allez vous faire un Est-ce que avis. je peux terminer sur quelque chose, peut-être? Oui, bien sûr. Ouais.
Je vous renvoie à la vidéo qu'avait fait Pierrick Thévenon sur sa chaîne YouTube. Je vais partager vite fait l'écran pour ceux Je vais qui la connaissent, mettre en lien également et je veux bien un partage d'écran, tout à fait. pour ceux qui sont perdus sur une île déserte et qui connaissent pas encore Pierrick. Bien sûr. Voilà. Il est très actif, c'est un militant intéressant. Non, puis enfin, c'est un fonceur, il est droit Mm. ça. Et lui, vous voyez donc sa chaîne YouTube, il a ici mis une vidéo où il s'est filmé en train d'intervenir au conseil municipal. Donc conseil municipal qui était moyennement réactif quand même, pour euphémiser, mais il est intervenu pendant un quart d'heure, il est conseiller municipal, et pendant un quart d'heure, il a exposé la chose quand même auprès donc des élus et des autres personnes qui étaient présentes. Donc en fait, faut y aller par tous les moyens, quoi. Eh bien, oui, À tous les niveaux. je vais mettre le lien C'est-à-dire, en descriptif de la vidéo de Pierrick Thévenon. ouais, je le mettrai parce qu'en fait, si on se dit quoi faire, c'est chacun à faire à sa mesure. Ceux qui savent faire des mèmes, même des mèmes pour faire marrer des gens, ou bah, des mèmes où on prend des citations. Il y a un collectif Parents Mobilisés qui nous fait ça sur Twitter, qui a fait des bons visuels. Vous voulez faire de la guerre mémétique, bah, faites-la sur un sujet qui soit vraiment utile comme ça. Mettez les photos des gars et leurs citations. Ceux qui savent faire des shorts sur TikTok ou qui ont de l'influence sur TikTok, bah, allez-y. Ceux qui savent faire des extraits vidéo, allez-y. Ceux qui savent faire des tracts, allez-y. Ceux qui sont dans des conseils municipaux, allez-y, ou des associations de parents, bah, voilà. En fait, faut y aller à son niveau avec ce que chacun sait faire. Et puis, c'est comme ça, Absolument. je pense que ça prendra, à mon Chacun avis, hein. apporte C'est sa vraiment. contribution et chez les intellectuels, c'est pareil. On peut remercier aussi Christelle Comet, Marion Sigaud, et aussi le groupe Honest, etc. Maman Louve. Voilà, il faut que chacun trouve sa place et qu'il y ait si possible une union. C'est quand même précieux pour les enfants. Bah, ouais, c'est la priorité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on trouve des nouveaux éléments, il faut s'en servir. Quels qu'ils soient, c'est des nouveaux éléments, il faut les prendre. Là, s'il y a des nouveaux éléments, il faut les prendre. Il faut dire, bon voilà, on a preuve par A plus B que dans la littérature, il y a des références pédo, il y a tel nom, tel nom, tel nom, ce mec, il a fait partie de tel truc, lui, il a défendu tel pédo, lui, il est pro-pédo, lui, voilà, bon, c'est évident. C'est avec les propos des protagonistes eux-mêmes. Donc, en fait, toutes les cartouches qu'on peut mettre, faut les prendre. Donc, Absolument. Nous resterons sur cette parole constructive et je vous remercie pour ce très beau travail. merci à vous.